Laura Tokmakov, bonjour. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous sur la chaîne YouTube Alpha City. C'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. On va parler intelligence artificielle, diversité et autres. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Oui, déjà merci de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Euh, Présenter en quelques mots, moi je viens du domaine du travail social. J'ai travaillé tout le temps dans la transition professionnelle. Et puis en 2015, quand l'intelligence artificielle en Suisse est arrivée de façon très massive, des questions m'ont narguer comme ça autour de qu'est-ce qui va se passer pour l'humain, comment ça va être sur cette transition professionnelle. Et puis avec Timothy O'Hear, qui est le cofondateur de la fondation avec moi, on a commencé à discuter et se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour impacter de façon positive cette transition professionnelle. Lui avec sa casquette d'ingénieur et puis moi avec ma casquette plutôt humaine. Et en fait, c'est ça qui m'a amenée dans ce monde-là. Donc, j'ai un bagage qui est pas tech et plutôt un regard autour de la transition et de la dignité humaine sur le monde du travail. Tu t'es un petit peu intéressée justement aux algorithmes, à coder un peu ou... Alors, complètement, mes 2 premières années étaient assez complexes dans les discussions, dans comprendre de quoi ça parlait, dans euh, voir les subtilités, de pouvoir discuter avec des gens de la tech. Donc, j'ai beaucoup appris en plongeant et beaucoup appris avec eux, qui ont toutes et tous vraiment pris du temps et de la bienveillance pour me décortiquer les choses, pour me les expliquer. Puis au fur et à mesure, bon, voilà, j'ai pu un peu comprendre de mieux en mieux, regarder un peu des codes, comprendre ce que ça voulait dire, mais mon regard est plus sur la passerelle entre la tech et l'humain, ce qui me permet d'être sur les deux mondes. Notre vision. Oui. J'avais entendu, tu fais beaucoup d'interviews en ce moment, et puis tu avais parlé que ton rêve serait d'avoir potentiellement une ou un assistant intelligence artificielle, et je me demandais quelles seraient les fonctions qui te seraient le plus utiles. Alors, mon rêve est en train de devenir réalité. Ouais. Merci. Merci, entre autres, toutes les IA génératives. Moi, en tant que dirigeante, je suis confrontée à certaines situations un peu où soit je fais plusieurs choses à la fois, soit j'ai plusieurs casquettes, soit avec les équipes, on doit faire des choses et pas forcément en ayant une équipe comme, etc. Donc, j'ai des jobs dans ma journée qui sont tout à coup autour de rédaction, tout à coup autour de réfléchir à un nouveau projet, tout à coup à faire des présentations, à traduire des documents, à lire des documents qui sont conséquents. Donc aujourd'hui, je m'aide pas mal de ces assistants-là pour faire des choses comme de la com, pour faire des choses comme rédiger des présentations de projets, pour préparer des présentations. Donc je suis un peu comme commencer à avoir le bonheur d'avoir un assistant ou plusieurs assistants qui m'aident à accélérer du travail qui avant me prenait plus de temps et puis de me concentrer vraiment sur les aspects stratégiques. Alors, tu es directrice de la fondation Impact IA. Quel est l'objectif de cette fondation? Alors, l'objectif de la fondation, c'est vraiment de favoriser la transformation des organisations vers les intelligences hybrides et le bien commun. Si je décris ça, les intelligences hybrides, c'est comment on peut mettre ensemble l'intelligence individuelle, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle, ensemble à collaborer pour dépasser les limites de chacune d'elles. Et en fait, comment on peut accompagner les organisations, qu'elles soient entreprises, ONG, PME, à mettre en place une stratégie qui va leur permettre d'être pérennes tout en gardant en tête et en le mettant en valeur ajoutée le bien commun général. Et si tu peux donner un exemple de comment tu les aides? Je crois que vous faites de la formation, vous faites tout plein de choses. Alors, on travaille déjà sur 3 piliers. On a un pilier qui est pour nous l'individu, l'humain en tant que tel. Une qui est l'organisation, l'entreprise, et puis un pôle recherche et développement sociétal. Pour les entreprises, ce qu'on fait, on fait beaucoup d'acculturation. Qu'est-ce que c'est l'IA? Comment ça marche? Beaucoup d'acculturation
pour les postes stratégiques, de pouvoir comprendre vraiment la version méta-stratégique pour pouvoir après accompagner ces équipes. On va aller dérouler des projets, les premiers projets IA dans une entreprise, dans un programme qui s'appelle Accelerate. Dans ce programme, on va identifier avec un groupe de l'entreprise, 4, 6 personnes, un premier projet IA avec elles, regarder qu'est-ce qui serait le plus utile, comment on peut le mettre en place, et puis on va le faire avec eux sur une sorte de bootcamp, ce qui leur permet en fait d'avoir un regard pluridisciplinaire à l'interne, de comprendre quelles sont les étapes pour faire un projet IA, de mettre les mains dedans, de dire ok, ah non mais on pensait que ça c'était facile, mais tiens, aller chercher les données, où est-ce qu'on va les chercher, est-ce qu'on en a assez, si on n'en a pas assez, comment on fait. Puis à la fin du processus, ils ont une première maquette d'un projet IA qui fonctionne et qui permet après de pouvoir réfléchir en mindset IA et voir toutes les opportunités qu'on aurait dans l'entreprise de mettre de l'intelligence artificielle dedans. Est-ce qu'on a assez de compétences en Suisse romande pour justement pouvoir continuer ces projets que vous commencez à mettre en place dans les entreprises? C'est un peu tendu. Le marché est assez sec par manque de candidats et puis les grands groupes comme Google, à Zurich prennent vraiment beaucoup des candidats, ce qui fait que la PME aujourd'hui se retrouve assez fréquemment dans cette difficulté, de trouver des personnes qui savent le faire. On a un autre problème et nous, on a tenté de le résoudre d'une autre façon, c'est qu'aujourd'hui, on a les ingénieurs IA qui sortent des EPFL et souvent, pour des projets d'intelligence artificielle, on aurait besoin de développeurs d'intelligence artificielle appliquée, qui sont des informaticiens qui sont spécialisés à utiliser les modèles en open source et à les adapter pour les entreprises. Puis ça, on n'a pas. Donc nous, on a développé là-dessus une formation de développeurs, développeuses d'intelligence artificielle appliquée, mais il faudrait qu'on puisse donner des masses de cours pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et il faudrait que l'entreprise puisse aussi pouvoir pivoter rapidement là-dedans. Et on est dans cette dualité où ils auraient besoin d'une développeuse d'intelligence artificielle appliquée, mais ils ont que 20% de postes. Alors, comment on fait pour le mettre? Est-ce qu'on travaille avec les universités par des stages? Mais ça amène d'autres problèmes. Donc, on est à ce moment un peu charnière où on aurait besoin des ressources, mais pas encore assez pour pouvoir déployer vraiment suffisamment de gens sur le terrain. Tu as aussi beaucoup d'activités et d'actions autour de la diversité, l'inclusion et notamment, enfin, vous commencez un programme par les femmes. Ça s'appelle My Mentor is a Woman, où j'ai eu la chance de pouvoir participer à ces formations. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Avec grand plaisir. C'est vraiment le projet qui m'amène beaucoup de joie. On a pas mal discuté avec des dirigeants d'entreprise. Je dis bien des dirigeants. Parce que c'était pour moi intéressant de dire, mais voilà, c'est quoi ta position dans la pérennité de ton entreprise au regard de ton équipe? Et beaucoup de dirigeants qu'on a rencontrés et que moi j'ai rencontrés étaient vraiment très fortement à avoir envie d'avoir une équipe pérenne par conviction, une équipe diverse par conviction. C'est en disant, ben voilà, je vois que j'ai des biais de différentes manières. Je vois que dans notre équipe, on manque peut-être de regards différents qui nous amènent à nous fermer les portes d'innovation. Je lis les études, je vois bien que les entreprises où il y a de l'inclusion, de la diversité, elles marchent mieux. J'aimerais ça. Mais je sais vraiment pas comment actionner les choses. Et après, j'ai des questions idiotes, j'ai des équipes que d'hommes, comment je fais pour rentrer la première femme développeuse? Et puis, à quel niveau la diversité? Est-ce que c'est au plan décisionnel? Parce que si j'ai de la diversité, mais pas là où les choses se jouent. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et puis, en discutant avec, souvent, il me disait, mais c'est super sympa de discuter comme ça parce que tu es une femme. Et si je te pose une question en confiance, je sais que ça va pas se retrouver de façon sur les réseaux sociaux et je vais me faire atomiser. Et on discutait avec ma collègue Audrey qui est en charge de ce projet. On se disait, mais tiens, en fait, il faudrait presque leur construire un lieu de confiance où tout ça peut se poser. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mais voilà, en fait, on a besoin que ces hommes, ils ont besoin d'un lieu de confiance, ils ont besoin de partenaires, de sparring partenaires. Et de l'autre côté, on a
plein de femmes qui sont avec des compétences incroyables, qui peuvent partager ça. Et si on les mettait ensemble et on faisait un programme de mentorat. Et quand on disait ça, puis on présentait, tout le monde disait « Oh, c'est super, un programme de mentorat pour les femmes, pour les aider à dépasser le plafond de verre, etc. » ou pour les aider quand elles rentrent dans l'équipe. Puis moi, j'étais « Non, non, c'est pas ça, c'est le contraire. En fait, on va mentorer les hommes par des femmes parce que c'est eux qui ont besoin de soutien. » Puis ça faisait toujours « Ah, ok. » Puis les hommes étaient là « Ah, mais c'est sympa, en fait. Comme... Ouais, ça me plaît bien comme projet. » Donc vraiment, on s'est dit « Ok, on va former des femmes qui ont des compétences, qui ont des expériences de manager. Et ces femmes, en fait, on va les former à être mentors dans un programme pour leur donner les outils aussi pour pouvoir accompagner ces hommes dirigeants éclairés déjà dans le mentorat. Et puis ensuite, on va proposer à ces hommes un mentorat avec des femmes en sparring partner pendant plusieurs séances. Tu parles de mentorat. Qu'est-ce que ça signifie et est-ce que ça a déjà fait ses preuves dans d'autres pays? Alors, le Canada est un peu le pays du mentorat. On a des très très bonnes expériences de mentorat dans ce pays-là, mais en France, aussi dans d'autres pays, mais vraiment le Canada là-dessus, ils sont très très forts. Le mentorat, c'est une relation assez intime entre deux personnes, où la personne qui est mentor va partager en toute confiance avec l'autre, une relation avec des conseils de ses propres vécus. C'est pas du coaching, c'est pas du consulting, c'est vraiment un lien qui se crée où cet échange va permettre à l'autre, que ce soit sur des plans personnels, sur des plans privés, sur des plans professionnels, d'avancer sur le besoin qu'il a. Et c'est très intéressant parce que lorsqu'on est confronté à la diversité dans l'entreprise, c'est pas juste une question professionnelle, c'est une question qui va englober toute la vie du dirigeant personnel, professionnel. Donc c'est pouvoir permettre d'avoir un accompagnement d'une personne expérimentée qui dessus a des choses à proposer, des choses à partager. Tu mets en place depuis 2 ans le festival Aya, enfin tu organises même à Genève, qui est un laboratoire d'intelligence artificielle à travers l'art. Je voulais te demander qu'est-ce que l'art pouvait apporter dans l'intelligence artificielle et ensuite l'application dans l'économie et la société. Alors, il y a à peu près 3 ans, on faisait des conférences. Une des missions de la Fondation étant d'acculturer les gens à l'IA. On faisait des conférences autour de l'IA, des enjeux et des défis de la société. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près toujours les mêmes 300 personnes, 400 personnes qui venaient, qui étaient très très bien, mais c'était des gens qui étaient déjà sensibilisés au sujet. Soit pour, soit pro, soit anti, et on était assez polarisés. Et puis, on a réfléchi de comment on pouvait acculturer à plus large échelle. Et dans une discussion avec Jonathan O'Heir, qui est un artiste, on discutait là-dessus. Et puis, moi, je disais, mais tu vois, ce que j'aime avec toi, c'est que par le biais de l'art, tu as une façon de te projeter dans les enjeux de la société. Et c'est plus facile pour moi de les retraduire parce que tu me montres des exemples. Et puis, de fil en aiguille, en discussion, on s'est dit, mais peut-être ça, c'est une bonne piste. C'est de créer un laboratoire où on va expérimenter l'intelligence artificielle, mais vraiment l'expérimenter en expérimentation totale. Donc, ça veut dire de l'art contemporain expérimental, ce qui est une sorte d'art qui permet d'aller très très loin. Et puis, on va vraiment le faire de la façon la plus juste en boutiste. On va inviter des artistes en résidence, des artistes qui sont pas tech à la base, pendant 1 mois, et on va leur mettre à disposition une intelligence artificielle. Donc en 2021, la première édition, on a co-créé justement avec Jonathan et Timothy, ils ont co-créé Chimère, qui est une entité IA multimodale. Alors, multimodal, aujourd'hui, on n'a pas encore des entités multimodales. Quand on voit ChatGPT, c'est du texte. Quand on voit DALL-E, c'est de la génération d'images. Quand on a Jukebox, c'est de la génération de sons. Et nous, on s'est dit comment on fait une intelligence artificielle qui a tout ça dans le même lieu. Et comment ils peuvent
collaborer en tant qu'artiste avec. Donc Chimère, c'est une entité qui a du texte, avec qui on peut discuter par texte, qui, au même temps qu'on discute, représente tout dans ce qu'on appelle son espace latent, sous une forme d'image. Donc Chimère, il y a un setup, quand on est au Aya Festival, c'est une table carrée, il y a 4 tablettes, les gens discutent, et puis au centre, toute la discussion, elle est représentée en forme d'image, c'est-à-dire qu'elle comprend ou elle retraduit ce qui est en train d'être dit sous forme d'image qui évolue au fur et à mesure de toutes les discussions parallèles, et elle les retranscrit aussi sous forme de son. Et voilà, et sur la base de ça, les artistes ont commencé à collaborer avec, et tout d'un coup sont partis dans des différentes directions, mais également dans plein de réflexions sociétales de qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, une fois qu'on a cette résidence de 1 mois, ils ont le défi, à la fin de la résidence, il y a à peu près 1 semaine, pour tout monter en forme d'exposition et de performance. Et en fait, le public traversent leurs expériences, leurs questionnements. Au travers de cette expo, ça génère plein de questions. Toutes ces réflexions, on les amène aussi dans les 3 premiers jours du festival, le week-end, autour de conférences. On prend tout le temps l'optique de réunir des personnes pluridisciplinaires qui viennent de tout lieu autour de ces questions d'impact de l'intelligence artificielle, d'impact de nos collaborations avec ces nouvelles entités, de qu'est-ce que ça veut dire, et on va à chaque fois chercher des solutions, des regards différents. Donc on peut avoir des anthropologues comme Jérémy Narby qui travaille depuis 30 ans avec des peuples en Amazonie, qui rencontre Yannick Kilcher qui est un ingénieur IA et qui discute autour de comment ça va se passer, cette collaboration interespèces. Et lorsqu'on parle d'interespèces, c'est humain, c'est autre espèce, et c'est IA qui n'est pas encore une espèce en tant que telle, mais qui nous amène à réfléchir et nous repenser. Est-ce qu'il y a une trace de tout ça? Est-ce qu'on peut consulter ces discussions? Est-ce que vous faites un livre derrière ou Alors, on filme toutes les conférences qui sont retransmises pendant le festival en live, en français, en anglais. Et puis après, sur notre site internet, on a toutes les conférences qui sont montées soit sous la durée totale de la conférence, 1 heure, 1 heure et demie, sous une durée de 3 minutes et sur une durée d'1 minute 30, qui permet de voir, tiens, ce sujet-là m'intéresse et je veux aller un peu plus loin. Donc ça, c'est précieux, c'est de l'or. Exactement. Et bientôt, on va probablement les mettre comme mémoire à Chimère, toutes ces conférences, parce que maintenant on commence à pouvoir le faire, pour qu'elles soient aussi habitées de ces conférences-là, dans ces interactions. Voilà, ça devient super intéressant. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir du 12 au 22 octobre, donc à Genève, pour assister au Aya Festival. Merci. Ça peut le détour. Merci. Tu parles aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans le monde du travail, et notamment le remplacement des métiers qui est finalement en train de perpétuer, si on regarde un petit peu l'histoire. Comment, selon toi, on accompagne cette transition? Alors aujourd'hui, on ne l'accompagne pas beaucoup, ou peu. Pour plusieurs raisons, c'est que les métiers qui nous viennent en tête tout de suite aujourd'hui, c'est ingénieur en intelligence artificielle. C'est les gens des data. Et puis en fait, en 2019, on a fait un workshop avec une 50aine de personnes venant des entreprises tech, etc. Puis on leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez besoin comme compétences maintenant en IA aujourd'hui? Donc on a fait ça 2019-2020. Et on a pris tout ça avec qu'est-ce qui était en train d'arriver. Et ça nous a fait un mapping de 18 nouveaux métiers de l'IA dont on a déjà besoin aujourd'hui. Et on s'est tout à coup rendu compte qu'on avait besoin de compétences très tech et de compétences pas tech dans l'IA. Et on a vraiment cherché à les mapper pour en faire des blocs de métiers et à les positionner sur un tableau autour de haute mobilisation cognitive, donc des choses très complexes qui demandent une pensée complexe, une résolution de choses complexes et une haute ou faible technicité. En tant que fondation, ce qui nous intéressait particulièrement et qui continue à nous intéresser, c'est les moyennement qualifiés, les personnes moyennement qualifiées
et ces métiers où la technicité, elle est moins forte parce qu'on pensait à toute la transition professionnelle. Une des grosses transitions professionnelles qui va arriver, c'est tous ces employés de com. Aujourd'hui, les employés de com font beaucoup de choses derrière les ordinateurs dont la majorité des tâches vont être remplacées. On sait qu'aujourd'hui, des différentes études qu'on a, à peu près 80% des tâches qu'on fait dans nos boulots sont des tâches répétitives. Pour des employés de com, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc on s'est imaginé cet employé de com plus, qui serait dans l'IA à fond, et ça nous a créé le poste de data alchimiste. Et le poste de data alchimiste, par exemple, c'est cette personne qui va prendre les données, être capable d'aller les chercher, peut-être de les augmenter quand il n'y en a pas assez, de vérifier des jeux de données pour les mettre dans le bon format pour l'intelligence artificielle, de les lancer pour l'apprentissage, de tout d'un coup dire « Oula, attention, il y a un biais », de proposer une stratégie pour débiaiser les données. Donc ça fait tout d'un coup un nouveau poste. Ils vont peut-être aussi être appelés à labelliser certaines choses pour l'intelligence artificielle. Donc d'un coup, ça crée un nouveau poste très intéressant et qui permet d'avoir des transitions de compétences. Pour chacun de ces postes, on a créé un référentiel de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Et petit à petit, on met en place les formations de ces nouveaux postes. Donc Data Alchemist, dont Chief AI Ethical Officer, dont ingénieur IA qu'on connaît, donc là c'était facile de le mettre, mais ça nous permet, développeur d'intelligence artificielle appliquée, ça nous permet en fait de pouvoir, grâce à un outil, se mapper, faire un portfolio de nos compétences. Donc nous, on travaille avec l'entreprise Uscope, qui a un portefeuille de compétences qui a intégré toutes les compétences des métiers qui existent. Enfin, pas toutes, bien sûr, mais une grosse liste exhaustive. Avec eux, on a créé ce référentiel de compétences pour chacun des métiers. Et puis, on va dessus et on commence à faire son propre portefeuille de compétences et on le lie aux bonnes compétences que ça fait. Et tout d'un coup, j'ai ma grille sous la forme d'une araignée qui dit « Ah bah Laura, tiens, en tant que développeuse d'intelligence artificielle appliquée, voilà les compétences que tu as. Tu as quasi 40% des compétences. Celles qui te manquent, l'idée, c'est de dire, bah voilà, il te manque celle-là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, voilà un parcours professionnel que tu peux faire avec des cours en ligne, par toi-même, soit gratuit, soit avec toutes les possibilités qui existent, soit aller les suivre à l'IFAGE, soit aller... Et en fait, tu peux te recréer ton parcours professionnel et faire cette transition. Est-ce qu'il y a des métiers qui seraient un peu plus touchés dans le milieu médical, par exemple, ou dans le milieu du droit, des métiers qui sont déjà un peu plus cadrés? J'ai l'impression que l'intelligence artificielle va aussi modifier ces métiers. On en parle peut-être un peu moins. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? C'est étrange parce que plus c'est cadré, plus ça va être facile. Ouais. Donc, je dis bien l'aide au diagnostic, l'aide à la décision juridique. Tout ça vont maintenant être facilement réenvisagé avec des collaborateurs IA, des assistants IA, parce qu'on a la donnée, parce qu'on peut la donner à nourrir et puis faire que l'intelligence artificielle elle apprenne. Donc ces métiers-là vont être facilement automatisés. On a beaucoup entendu parler dans la médecine de l'IA. Autour de la détection de cancer, on a beaucoup vu et on a beaucoup communiqué pour notre part sur ok, le meilleur des médecins dans la cancérologie, il a une détection de ce niveau-là, l'IA elle a une détection de ce niveau-là. Et puis le médecin et l'IA, ils ont une détection de ce niveau-là, en fait. Donc on voit que ce qui est en train de se passer, c'est pas l'intelligence artificielle contre l'humain, c'est l'intelligence artificielle qui collabore avec l'humain. Et là, on revient à cette intelligence hybride, où comment on peut arriver à amplifier l'intelligence humaine grâce à l'intelligence artificielle. Justement, tu parles de collaboration avec l'IA. Selon toi, on est vraiment encore dans l'hybridation? Et il n'y a pas vraiment de... Est-ce que tu penses qu'on aura une transition plutôt calme ou ça va être une vraie coupure? Je sais pas, c'est très très compliqué de dire, de faire de la prospective sur une technologie qui est exponentielle. Il y a 3 ans, on disait que si on continuait comme ça, dans nos présentations, on était à GPT au tout début. Il nous faudra encore 30 ans si la loi de Moore continuait comme ça. Et il n'y avait pas une nouvelle
disruption. On disait ça il y a 3 ans. Ouais. Okay, aujourd'hui, il y a une semaine, je disais aujourd'hui, avec ChatGPT 3, 175 millions de paramètres, le cerveau 86 millions, on est déjà là-dessus. Puis hier est sorti ChatGPT 4, dont on ne sait même pas quelle est la capacité et qu'on va voir. Donc, c'est assez complexe. Il y a 2 écoles qui se mettent en avant depuis le début. C'est les emplois vont être réinventés. On va avoir des nouveaux métiers, c'est super. C'est comme à la révolution industrielle. À part ça, petit aparté, c'était vraiment pas super à la révolution industrielle, la transition. On a eu 70 ans de grosses crises sociales majeures. Alors, que 70 ans, mais voilà. Et l'autre école qui dit, mais en fait, tous les métiers vont disparaître. Les 2 arguments se valent, vraiment, je trouve qu'ils se valent vraiment fort. Simplement, la réalité, c'est que ça va être trop rapide. Les 2 écoles sont d'accord dessus. La transition va être trop rapide et il va falloir faire très attention parce qu'on va risquer de laisser des gens sur le carreau. Et il faut la penser, pas maintenant, il faut la penser depuis avant-hier. Et voilà, là, on est déjà en train de courir un petit peu. OpenAI, ChatGPT, Jasper, Bing, on en parlait tout à l'heure. Tu as testé tous ces outils? Oui, avec tellement de bonheur. Donc les IA génératives, ce qu'on appelle celles qui peuvent générer par le texte, par exemple, c'est celles qui vont générer des images, c'est celles qui vont générer du texte, c'est celles qui vont générer de la vidéo. Maintenant, on a des vidéos qui sortent. C'est celles qui vont générer du son. Et en fait, ça se génère par ce qu'on appelle du prompt. Et le prompt, c'est le texte qu'on écrit derrière pour demander à l'IA. Ce qui est super drôle, c'est que, par exemple, moi, je suis nulle depuis tout le temps, toute ma vie, sur les recherches Internet. J'arrive pas à trouver les bonnes façons de faire des recherches Internet qui m'amènent les résultats que je veux. Ça me prend des heures. Et là, pour moi, c'est une nouvelle ère parce que je peux discuter de façon naturelle avec l'IA qui va faire ça. Et ça change complètement la donne pour tout le monde. Et on s'en rend pas encore compte parce que si tu discutes autour de toi, les gens vont dire oui, ah non mais ChatGPT j'ai essayé, ça marche pas, ou ah c'est super ChatGPT, puis tu vas, mais ok, qu'est-ce que tu as essayé là-dedans? Non mais j'ai pas essayé, j'ai juste entendu. Et puis après il y a des opinions, c'est bien, c'est pas bien, ça marche pas très bien et ça ment, etc. Et en fait, il y a des façons de travailler avec qui demandent des nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences, elles sont en train de s'acquérir de plus en plus pour certaines personnes. Et d'autres ne s'en rendent pas compte. Donc, ils se trouvent toujours à dire non, mais ces trucs, ils marchent pas. Et ils perdent déjà une sorte de bataille là-dessus. Il y a 4 semaines, j'ai reçu une invitation sur LinkedIn d'un homme qui se disait prompt engineer. Donc j'étais là, genre, sérieux, t'es déjà ingénieur de prompt, maintenant quand même. Mais en même temps, blague à part, de réaliser un prompt, c'est super complexe pour faire quelque chose. Moi, mes premières images, elles étaient vraiment pourries, puis j'étais là, non, mais si c'est ça, franchement, autant retourner moi-même, quoi. Et en fait, il y a des techniques pour leur demander les choses. Il y a des façons de gérer son prompt qui fait que le résultat est mieux. Et maintenant, avec Bing, c'est devenu complètement incroyable. Donc, ChatGPT, ok, OpenAI, Microsoft a investi dedans, c'était une fondation, ça l'est plus. Ensuite, Microsoft a continué d'investir dedans, et puis ils ont ChatGPT 3, etc. Et tout d'un coup, ils ont fait ce partenariat où Microsoft a pris toute la techno pour en faire dans le moteur de recherche Edge, cette intelligence artificielle qui est Bing. Le premier argument sur ChatGPT, oui, mais de toute façon, c'est pas fiable et ça ment. ChatGPT est une intelligence artificielle prédictive, donc elle va dire c'est pas une question de mensonge, elle va simplement dire ce qui est plausible par rapport à la connaissance qu'elle a ou elle s'est formée jusqu'en 2021. Maintenant, vous allez sur Bing, on n'est plus du tout là-dedans. Bing va utiliser cette technologie, mais ils l'ont cadrée pour diminuer massivement le risque de dire des choses. Donc, elle va d'abord chercher des informations sur le sujet, prendre les 10 plus plausibles et se baser dessus pour faire la réponse, tout en vous mettant à chaque fois dans les réponses les liens
et on peut aller vérifier les liens et aller plus loin. Et ce qui est encore plus magique, c'est que une fois qu'elle a donné, ok, est-ce que ça vous convient? Déjà, vous pouvez dire, est-ce que je veux une réponse créative, précise? Et une fois qu'elle vous a dit, est-ce que ça vous convient? Par exemple, j'avais demandé, est-ce que tu peux me faire 7 posts LinkedIn de relance pour le programme My Mentor is a Woman? Puis j'ai lancé ça, et puis tout ça m'a dit, ok, je peux faire ça, mais je me base sur quoi? Base-toi sur le site internet de Impactia. Et droit derrière, elle m'a sorti des choses, puis j'étais là, ok, pas mal. Alors, c'est pas les hommes qui mentorent les femmes, j'ai dû lui dire quand même, c'est les femmes qui mentorent les hommes. Ok, elle m'a refait un post, puis après j'étais avec un peu plus d'humour ou un peu plus punchy. Et pour elle, un peu plus punchy, ça a voulu dire communication un peu plus agressive, dans le sens plus courte, plus percutante, avec des emojis partout. Puis après, moi j'ai copié-collé ça et j'ai mis dans mes planificateurs de com, et c'était super. Donc il faut... mon point là derrière, c'est qu'il faut les tester. Elles sont super, elles sont imparfaites, mais ne sommes-nous pas imparfaits en tant qu'humains déjà, mais les tester fait que tout d'un coup on commence à acquérir des compétences aussi pour travailler avec. Est-ce que la Suisse est en retard dans toutes ces questions d'intelligence artificielle appliquée, on pourrait dire? Alors, je pense que oui, mais peut-être qu'on est toutes et tous en retard, peut-être que même... Les Américains qui sont en avance sont en retard sur d'autres réflexions plus éthiques là-dessus et qui avancent. Peut-être le point n'est pas est-on en retard. Pour moi, le point est comment faire avec ce qu'on a pour pouvoir faire une vraie transformation de la société. On a besoin de plus de personnes qui soient formées à tous les niveaux et pas que au niveau tech pour travailler avec l'intelligence artificielle. On a besoin pour ça de formation où on peut aller se former ou alors de parcours de formation en self-made man, self-made woman. On a besoin de ça et on a besoin d'entreprises qui prennent conscience de ce que ça veut dire en tant que PME. C'est pas des choses qui sont réservées aux GAFAM, c'est pas des choses qui sont réservées aux entreprises de 3000 collaborateurs. Ce n'est plus des choses qui sont réservées à ces personnes-là. Toute entreprise et d'autant plus l'auto-entrepreneur qui maintenant, je prends le graphiste, je prends la freelance qui intervient comme consultante, je prends vraiment, ça devient des outils facilitants pour des choses annexes qu'on fait, rédiger un contrat, rédiger une offre, préparer son site internet, enfin, qui deviennent une vraie aide pour faire notre travail. Je te suis absolument sur l'exploitation des outils pour les entreprises suisses. On voit quand même que la réalité, c'est que ces outils sont principalement réalisés par des Américains. Oui. Du coup, c'est comment on fait face aujourd'hui à ces GAFAM et est-ce que le savoir-faire suisse peut être un atout? Ok. Alors là, j'ai 2 réponses. J'ai une réponse humaine et j'ai une réponse où j'ai demandé à Bing, l'intelligence artificielle. Je propose qu'on commence par Bing, ce qu'il en pense. Avec plaisir. Alors, pour Bing, en fait, la Suisse peut faire face aux GAFAM en adoptant plusieurs stratégies. La première, c'est de développer des alternatives européennes et suisses au service des GAFAM en s'appuyant sur des normes communes et des valeurs démocratiques. Donc, c'est-à-dire de faire vraiment notre Swiss made dessus. Alors, promouvoir l'innovation et la compétitivité des entreprises suisses dans le domaine du numérique en soutenant la recherche, la formation et l'entrepreneuriat. Ça enfonce des portes ouvertes, mais ça a le mérite d'être dit que c'est vraiment une vraie stratégie. Protéger les données personnelles et la souveraineté numérique des citoyens suisses en renforçant la sécurité et la transparence des plateformes. Ok. Alors, c'est des choses qui sont évidentes, mais ça a le mérite de l'être. Et puis en fait, ils disent que le savoir-faire suisse peut être un atout face aux GAFAM si les entreprises suisses exploitent leurs avantages comparatifs dans certains domaines tels que la qualité, la fiabilité, la précision des produits et des services suisses. Donc on revient au Swiss Made. En tout cas, le moteur de recherche a bien compris que le Swiss Made, il y a quelque chose à faire avec. La sécurité, la confidentialité, le respect de la vie privée des utilisateurs suisses et la créativité, l'innovation et l'éthique des acteurs suisses du numérique. Donc,
Je pense que cette IA, en tout cas, une conscience, compréhension de la Suisse a quelque chose à jouer avec qui elle est, qu'elle représente dans la Suisse. Maintenant, moi, je pense que la Suisse, on a un véritable enjeu là-dessus à jouer. À la Fondation, on travaille sur un projet là qui émerge ces jours, qui émerge depuis janvier, qui s'appelle Robot.me. Donc, Robot.me, c'est une intelligence artificielle, c'est mon assistant. Elle apprend de moi. Il travaille pour moi et il me rémunère. De quelle façon? C'est-à-dire qu'il va m'observer travailler et en m'observant travailler, il va commencer à apprendre des choses. Et puis à un moment, il va se mutualiser avec d'autres Robot.me qui vont cette même chose l'apprendre de mieux en mieux, mais avec mon ADN à moi, Laura, en fait. C'est-à-dire qu'il va peut-être plus prendre des directions que moi je prends, que quelqu'un d'autre se prend. Et à chaque fois que cette intelligence artificielle qui a été fabriquée par une communauté va aller sur le marché pour travailler, parce qu'on va l'utiliser pour je sais pas, faire un post LinkedIn, faire une facture ou comme ça, elle va savoir et elle va avoir retenu dans la blockchain que moi, j'y ai contribué à 12%. Okay. Et en fait, à chaque fois qu'on va payer ce service, il y a 12% quelque part qui va me revenir en tant que formateur de Robot.me. Et là, c'est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que bien sûr, sur une technologie comme ça, on doit s'appuyer sur ce qui existe et les meilleurs aujourd'hui, bien évidemment, on est autour des OpenAI et compagnie. Mais en parallèle, ce qu'on peut faire, c'est travailler avec la communauté. C'est-à-dire, si vous utilisez Robot.me, vous avez deux possibilités. Genre, Laura, j'ai besoin de 7 posts LinkedIn à faire tout de suite et j'ai besoin de quelque chose de très très bon. Je vais activer le Robot.me qui est avec les data OpenAI, ChatGPT. Mais Laura, conscience sociale, j'ai envie aussi de contribuer à une alternative aux GAFAM, à des alternatives open source. Donc sur la même application, je peux tout d'un coup choisir de cocher « Ok, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui, je vais travailler avec l'open source jusqu'à ce qu'on arrive. » Là, on est à peu près 18 mois de délai entre ce qui sort maintenant et la communauté open source qui court toujours derrière. 18 mois de délai, c'est pas très long. Et en fait, d'arriver à augmenter toutes ces open source, ces communautés open source, pour arriver à avoir des alternatives face à eux devient primordial. Et ça devient primordial à un moment où on parle de souveraineté numérique, à un moment où on parle d'éthique, à un moment où on parle de diversité et de débiaisage des IA. Est-ce que tu aurais 2 recommandations de livres, de chaînes YouTube, de sources d'informations qui pourraient nous être utiles? Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Yannick Kilchner qui s'appelle ML News, qui fait un truc incroyable, c'est qu'il vulgarise les papiers scientifiques, les sorties de l'IA. Des fois, c'est un tout petit peu, faut s'accrocher, mais il le fait de façon drôle et il permet de plonger dans l'intelligence artificielle avec un regard d'expert qui est vraiment incroyable. L'autre... Concernant un livre que j'aurais à recommander, alors c'est vraiment le livre qui s'appelle « Les utopies réalistes » de Rutger Bregman, qui vient aussi de sortir un deuxième livre qui s'appelle « Kindness Humanity », qui permet dans ces temps où on est un peu challengé autour de qu'est-ce que ça veut dire, le sens, l'éthique, etc., qui permet de repositionner de façon vraiment optimiste et surtout démontrer avec des études, avec des expériences, avec des choses qui se sont faites, à quel point l'humain a le pouvoir de changer les choses. Et ces deux choses, en général, ensemble, c'est parfait. On mettra tout ça dans la description YouTube. Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui, qu'on pourrait inviter ? Alors, je rêverais d'écouter Paulina, qui est la cofondatrice, une des cofondatrices et CEO de l'entreprise IA Deep Judge. Vraiment, j'adorerais l'entendre. Eh bien, on va la contacter. Merci beaucoup. Laura, merci infiniment pour ton témoignage et pour tout ce que tu fais. Merci Delphine, c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. C'est un plaisir. À tout bientôt et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.